non plus. Ça a été une très belle année. Je vous souhaite encore une fois une belle année 2021. Et là-dessus, je pense qu'on est rejoint par notre invité, Monsieur Pascal Lapointe. Bonjour. Salut. Hey, ça va bien? Hey, ça va très bien. C'était une maudite belle intro que j'ai eu le droit tout à l'heure. Ah, ben écoute, c'est vraiment un plaisir de t'avoir avec nous à 70%. Moi, j'ai découvert Pascal Lapointe avec comment que je pourrais appeler ça? C'était la conférence sur la désinformation qui avait été commandée par la Bibliothèque de Montréal. Si je me trompe pas quand je dis ça. Non, c'est ça. C'est exactement ça. On donne de temps en temps des petites formations comme ça, une demi-heure ou une heure sur ce qu'on appelle, nous, les trucs de base pour éviter de tomber dans le panneau des fausses nouvelles. Vraiment, t'as-tu remarqué qu'il y a eu un effet quand même assez monstre cette année des fausses nouvelles? C'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Il y a eu un mot qui a été inventé, enfin qui a été utilisé par l'OMS, qui s'appelle infodémie, c'est-à-dire une épidémie de fausses informations. Voilà. C'est je pense qu'un jour, quand les historiens ou les sociologues vont regarder ça, ils vont probablement dire que oui, ça a dû être un moment déterminant en 2020 parce que jamais on a eu autant de fausses nouvelles sur un même sujet. Puis avec un impact évidemment, parce que quand même il y a des impacts plus graves, des fausses nouvelles sur une pandémie que des fausses nouvelles sur le monstre de Loch Ness, mettons. Oui, effectivement. Oui, oui, oui. Puis là, on est encore saucé jusqu'au cou dedans parce qu'il y a un pourcentage non négligeable de nos concitoyens, plus des Américains aussi sûrement, mais qui pensent que l'élection a été volée à Donald Trump, que la démocratie, ce serait de faire intervenir l'armée pour essayer de faire un coup d'État pour renverser le gouvernement. Qu'est-ce qui se passe, Pascal? Ben, ce qui se passe, on pourrait passer la soirée là-dessus, mais je pense que c'est le meilleur exemple que tu pourrais trouver que tu as amené. C'est-à-dire que pendant longtemps, mettons, avant les réseaux sociaux, quand on parlait de fausses nouvelles, on parlait, bon, des soucoupes volantes, du monstre de Loch Ness, de choses comme ça, puis on se disait, bon, OK, il y a des gens qui y croient, mais c'est pas si pire, c'est pas si grave, ça n'a pas d'impact vraiment grave. Mais on a réalisé ces dernières années que oui, ça a des impacts graves. La grosse prise de conscience, c'était l'élection de Trump en 2016, où tout à coup, on s'est retrouvé avec des chiffres, des statistiques tangibles sur la quantité de fausses nouvelles, mais surtout sur la capacité des gens à se regrouper dans des bulles. Ils s'enferment dans une bulle où ils n'écoutent plus que ce qui fait leur affaire, puis ce qui confirme leurs croyances. Puis ça, ben, c'est quelque chose. Les psychologues pouvaient nous prévenir de ça depuis longtemps, mais tout à coup, on réalisait à quel point c'était fort à cause des réseaux sociaux. Et ça, ben, ça en est un impact des fausses nouvelles, parce que forcément, si vous écoutez juste ce qui confirme vos opinions, ben, vous vous demandez même pas si c'est une vraie ou une fausse nouvelle. Ça confirme ce que vous voulez entendre, vous y croyez, puis vous la partagez, puis elle peut devenir virale. Alors, Et en voilà. politique, forcément, ça a des impacts tangibles. Puis là, ben, cette année, pour la première fois, on s'est rendu compte que ça avait des impacts aussi sur la santé publique, sur Oui. la perception des gens Puis même qui touche au... depuis très longtemps, parce que toutes les personnes qui croient aux médecines alternatives un petit peu, ils ont tendance à aller voir leur chaman ou leur druide avant d'aller voir le médecin. Et là, des fois, ça peut faire passer une maladie au-delà du stade de la traitabilité, si je peux me permettre. Mais c'est quand même un sacré combat à partir de là. Est-ce qu'on est en train de comme tracer une ligne entre croyance et fait? C'est quoi qui se passe? Est-ce que les croyances puis les connaissances, c'est deux affaires différentes? Comment on peut avancer collectivement là-dedans? Ah, il y a beaucoup de pistes. Il y a des pistes à court terme puis à long terme. C'est sûr qu'on ne réglera pas le problème là en début d'année, ni même au début de l'année prochaine. Mais collectivement, il faut d'abord que si tout le monde, si les 8 milliards d'habitants de la planète admettaient qu'ils sont tous susceptibles de tomber dans le panneau, ce serait déjà un immense progrès. Parce que souvent, les gens qui tombent dans le panneau sont ceux qui vont tendance à dire ah, moi, je suis pas naïf, moi, je suis plus lucide que la moyenne, moi, je fais attention. Et souvent, c'est eux qui vont en partager les fausses nouvelles. Alors Ça, ça, déjà, hein? ça m'amène au Dunning-Kruger. C'est quelque chose que tout le monde on a découvert en 2020. On a Oui, tous lu la page Wikipédia de Dunning-Kruger pour devenir des experts. Mais tu as commencé avec quelque chose que je trouve très important, c'est de rajouter une dose d'humilité dans notre discours, tout le monde. exact. De rajouter un petit peu de déférence, de pas mélanger nos croyances avec des faits absolus parce que moi, j'y crois. C'est sûr que c'est une bad trade, ça. Exact. Avoir des gens qui sont plus humbles, qui sont capables de dire, OK, ça, j'y crois, mais c'est une croyance, ben, ce serait déjà un grand pas en avant parce que ça amènerait plus de gens à dire, OK, avant de partager cette nouvelle-là, je vais juste aller vérifier c'est quoi là, cette source-là, c'est qui est derrière ça.
Il ne s'agit pas de faire une recherche de plusieurs heures pour dire qui finance, quelle histoire ça va, juste de cliquer des fois sur le bouton à propos de nous, ou qui sommes-nous. Ça nous permet de savoir, OK, c'est qui le YouTuber ou le podcasteur ou le blogueur qui est derrière ça. Alors, il ne s'agit pas, j'ai pas la prétention que des vérifications de base comme ça vont permettre de dire ça y est, c'est une fausse nouvelle. Mais ça permettrait au moins de faire un ménage sur la quantité de nouvelles douteuses qui sont en circulation. De coup, il y a plein de nouvelles qui seraient moins virales parce que des gens auraient dit ouais, OK, cette source-là, mon blog à moi.com, c'est peut-être pas fiable. Je vais attendre avant de le partager. Oui, c'était une très belle conclusion qu'il y avait dans la conférence. Est-ce que ça va se redonner, cette conférence-là? C'est quelque chose que la prochaine fois, je veux obliger mes parents à regarder, mettons. C'est sur demande. Alors, je dirais que les bibliothèques, par exemple, sont intéressées par les temps qui courent. Fait que si vos parents sont, par exemple, membres d'une bibliothèque municipale, elles peuvent faire la demande, suggestion à la bibliothèque municipale, puis c'est eux qui peuvent nous inviter. Parce que nous, comme tu le signalé au début, on est un petit organisme, l'Agence Science Presse. On n'a pas tant de moyens que ça. Puis la promotion, pour dire vrai, c'est pas notre fort. Mais par contre, des bibliothèques qui sont toujours en demande de conférences puis d'activités, entre autres par les temps qui courent où les gens ne sortent pas, c'est de elles que ça nous vient. Ça nous vient aussi des écoles, il faut dire, parce que c'est une variante de la conférence à laquelle tu as assisté, donnée dans les écoles secondaires pour apprendre aux jeunes, dont la première source d'information, c'est souvent Facebook ou YouTube, oui, c'est le même truc de base, là, comme vérifier la source, puis quand ça vous a l'air bien gros une nouvelle, attendez avant de la partager. Donc, c'est vraiment dépendant d'une demande du public. C'est pas tant à nous de dire, vous avez besoin de cette information-là, c'est les organismes qui considèrent que leur public en aurait besoin. Puis, comment on devient journaliste scientifique? À la base, c'est un journaliste. C'est vrai que le terme est souvent trompeur parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que ce sont des scientifiques qui font le journalisme. Or, pas nécessairement. Oui, il y a des gens qui ont une formation en sciences, puis on dit qu'ils ont bifurqué vers le journalisme. Mais il y a des gens comme moi qui ont commencé comme journalistes, qui se sont mis à faire petit à petit des sujets en sciences qui les passionnaient, puis petit à petit, on s'est spécialisé. Donc, journaliste scientifique, finalement, c'est une spécialité de la même façon que des journalistes sportifs ou des journalistes culturels ou des journalistes politiques. Il y en a qui sont spécialisés en sciences, on appelle ça le journaliste scientifique. Puis toi, au travers de l'exploration de la science après les études en journalisme, est-ce que tu as découvert une branche de la science qui te branche plus que les autres? Je dirais que c'était déjà le cas avant. J'étais un passionné d'astronomie avant de devenir journaliste, mais j'aurais jamais pensé faire de l'astronomie, devenir un scientifique. Mais n'empêche que certains des premiers articles que j'ai faits, ça sont des trucs de l'astronomie, parce que c'est une matière que je maîtrisais déjà bien, j'aimais bien, puis n'ayant pas étudié en sciences, mon premier réflexe avait été de me dire je pourrais jamais me spécialiser en sciences, en journalisme, mais ces premiers articles-là m'ont mis, sans que je m'en doute à l'époque, m'ont mis sous la voie parce que je me suis rendu compte oui, c'est possible d'en faire, puis j'aime ça, puis petit à petit, j'ai découvert des choses. Encore aujourd'hui, je remarque qu'il y a des sujets auxquels je ne toucherai pas. Dans les temps qui courent, on parle de vaccins à ARN, par exemple, puis de protéines, puis de spécules sur les virus. Là, on atteint un niveau de spécialisation qui dépasse ce que je serais capable de faire. Et donc, je confie ça à les journalistes pigistes autour de l'agence. Mais à la base... À ce moment-ci, Pascal, je veux noter le fait que toi, journaliste scientifique, tu dis en public sur une émission qu'il y a des sujets qui traitent du vaccin qui sont en train de du vaccin qui est en train d'être distribué présentement, que tu ne crois pas maîtriser assez pour en parler. Mais ce soir, présentement, il y a un gars qui s'appelle Steve l'artiste Charland, qui est un déneigeur professionnel, que lui ne se gardera pas cette même petite gêne-là. Puis il va parler amplement d'un virus ARN sur lequel il n'a absolument aucune idée. Donc, humilité, Pascal, encore une fois. Félicitations. Merci pour ça. C'est plaisir. Puis on parle d'astronomie. Moi aussi, c'est ma science préférée. Qu'est-ce qui se passe de bon là-dedans? Parce que veut pas, dans les dernières années, il y a eu des avancées assez considérables. On est en train d'envoyer un autre télescope dans l'espace qui va être genre 20 fois plus gros que Hubble avant. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre? On va-tu avoir du monde sur la Lune avant qu'on meure, toi puis moi? Oui, parce que je te vois à l'écran, tu n'as pas l'air si vieux que ça. Fait que ça risque d'arriver avant que tu meurs, puis avant que je meure moi aussi. À plus court terme, ce qui est sûr qu'il y a 3 sondes spatiales qui vont être lancées vers Mars dans quelques semaines. Alors, ça veut dire que fin de l'année ou début de l'année prochaine, on va avoir 3 nouvelles sondes automatiques là-dessus. Pour ce qui est de la Lune, c'est sûr qu'il est fort probable que d'ici la fin de la décennie, en fait, on va avoir une mission habitée au moins en orbite lunaire, puis peut-être sur la Lune aussi.
Ça va dépendre beaucoup des budgets dont la NASA va bénéficier. Ça va dépendre beaucoup du nouveau président américain. Mais on semble être sur une lancée pour reprendre l'exploration habitée. Fait que ça, si tu te projettes non pas dans les prochains mois, mais des prochaines années, ben oui, effectivement, garder un œil sur la Lune et sur Mars, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant à suivre, en tout cas. Ça peut être un paradigme social qui aide aussi beaucoup, dans le sens que si collectivement, on regarde plus vers le haut, en train de voir le potentiel de choses qu'il y a à aller découvrir puis à explorer, puis les découvertes qui vont nous aider à se faire. Peut-être qu'à un moment donné, l'humanité ensemble, on va comme peut-être plus s'unir à la place de se regarder les pieds puis le nombril puis ces affaires-là. C'est très Asimov, je dirais, là, Isaac Asimov, comme manière de voir la chose, mais moi, j'y crois à ça. Ben, beaucoup de gens, ça nous ramènera à l'humilité tantôt. Hein. Beaucoup de gens te diraient que l'astronomie, c'est la science par excellence pour avoir des leçons d'humilité, pour se dire, finalement, on n'est pas grand-chose face à l'univers, puis aussi bien faire du mieux qu'on peut avec le petit peu de temps qui nous est imparti. Ça permet de se projeter sur le long terme aussi, si on veut. S'il y a des gens parmi les auditeurs qui rêvent qu'un jour les humains voyagent jusqu'aux étoiles, ben ça commence petit pas par petit pas. Fait que ça aussi, c'est une belle leçon d'humilité, se dire OK, moi je verrai jamais des humains se rendre jusqu'à l'alpha du Centaure, mais peut-être que je vais voir les premiers pas pour aller dans cette direction-là. Puis les amateurs de viennent mentionner Asimov, je pense que les amateurs de science-fiction qui ont lu du Asimov ou du Arthur C. Clarke sont bien bons pour ce genre de leçon d'humilité-là, c'est-à-dire pour se dire, OK, ça va prendre du temps, mais on va y arriver un jour. I believe, ça précise. Sinon, c'est quoi tu mets dans ton café? C'est un banal latte, mais peut-être qu'aujourd'hui, avec quelques affaires qui m'ont pas dit quand je suis allé l'acheter. Tu vois, encore une fois, il laisse la place à la découverte. C'est sublime, le Pascal. T'as-tu un chien? Non. Pas de chien. J'en ai déjà eu un, mais plus maintenant. Pourquoi? Ben, pour savoir. Moi, je pose des questions, je fais une entrevue. Il s'appelait comment, ton chien? Oh, il s'appelait Douce. C'était le chien de ma mère. Quand on m'a décédé, j'en ai hérité. Puis, tu sais, le genre de chien collant là, qui partirait même avec le voleur, là, c'était ça. Fait que ouais, tu t'es ramassé avec un bagage, genre. Le genre de compagnon qu'on aime bien, le genre de petite bébite dont on se dit finalement, c'est bien fin cette affaire-là. Ouais, alors qu'avant, tu dirais... Ouais, alors qu'avant, tu te serais dit, ouais, c'est bien collant, c'est bien du trouble, puis après ça, ben, au bout de quelques jours, tu peux plus t'en passer. Puis, c'est quoi un après-midi relax pour Pascal Lapointe? Ouf, en été, aller faire du vélo, là, par les temps qui courent, prendre une grande marche. OK. Mets-tu de la musique en particulier dans des écouteurs? T'es-tu un mélomane un petit peu? Beaucoup de podcasts par les temps qui courent. La marche puis le vélo servent aussi à ça. Beaucoup d'émissions américaines ou québécoises. Hein. Tu te gardes au courant. Puis, est-ce que tu peux me décrire en quelques mots la distance de Planck, la constante de Planck? Oh boy! Non, je n'essaierai pas ça. Encore de l'humilité. Vous ouvrirez votre Wikipédia. Merci, Pascal. Ça fait vraiment du bien. Puis là, sinon, là, on a parlé de l'agence Science Presse. Voilà, quelque peu. C'est quelque chose qui existe surtout sur un site Internet. Oui, effectivement. On a une longue histoire. Ça remonte à 42 ans. C'est étonnamment, c'est même de chez nous que sont nés les Débrouillards, le magazine des Débrouillards, longtemps avant que je sois là. Mais à la base, c'était une agence de presse, c'est-à-dire un média dont la mission première est d'alimenter d'autres médias en nouvelles sur la science. Alors, le résultat, c'est que certains de nos textes vont être republiés par des journaux à travers le Québec et au-delà. Mais effectivement, comme tu viens de le dire, aujourd'hui, depuis longtemps, même notre principale clientèle, c'est sur Internet. Puis on fait donc de l'actualité scientifique en général. Puis depuis 4 ans, ben, on s'est beaucoup tourné vers la question de désinformation, qui nous a amené à créer une rubrique qui s'appelle le détecteur de rumeurs, oui, dont la mission première est de déboulonner des faussetés qui ont un lien avec la science ou la santé. Donc alors, là, si on veut... C'est pour ça que depuis un an, on était très occupés. Ah, oui, oui, hein, depuis... en fait, c'est les sociologues appellent ça l'époque de la post-vérité. Depuis, moi, la phrase la plus abracadabrante que j'aurais jamais pensé entendre de mon vivant, c'est, je pense, c'est la madame là, qui a dit ça après l'inauguration. Là, elle a dit « alternative facts ».
Et Ouais. les faits alternatifs, ça dénote exactement ce qu'on est en train de vivre, le Cambridge Analytica, le Brexit et tout et tout. Moi, j'ai écrit à Naomi Klein parce que je m'implique quand même assez solide sur les réseaux sociaux, en fait, à la guerre. Moi, j'appelle ça la guerre aux idées creuses, là, à la désinformation. Et voilà, c'est que Alexis Cossette-Trudel utilisait souvent Naomi Klein dans ses textes ou dans ses élucubrations. Et là, j'ai écrit à Naomi Klein pour lui dire que ça n'a pas de bon sens que tes paroles soient reprises. Peut-être que tu devrais comme faire un coming out pour lui dire que tu ne veux pas être associé avec un pro-QAnon. Et elle a écrit un texte dans lequel elle dit que l'équipe de Trump utilise la même stratégie de nos jours qu'ils utilisaient lors de son élection en 2016. Et Steve Bannon, qui est le directeur de Breitbart, qui était, je dirais, la pompe à marde principale en 2016, a dit que leur stratégie, c'est tout simplement flood the zone with shit. Donc, le but, Ouais. c'est pas d'effacer les vraies informations, les sources d'informations valables. Le but, c'est juste de comme rajouter tellement de boîtes autour qu'on est pogné avec ça, que là, après ça, on ne sait plus comment faire la différence ou le reste, ou ce qui vaut vraiment la peine. Qu'est-ce qu'on peut envisager, toi, tu penses, à moyen terme pour l'humanité? Ben, être conscient de ce que tu viens de décrire, parce que beaucoup de gens ne sont simplement pas conscients que, pour beaucoup de gens, quand on parle de désinformation, de fausses nouvelles, ça s'arrête à, OK, la chose est fausse, je vais démontrer qu'elle est vraie. Mais ce qu'ils oublient, c'est exactement ce que tu viens de décrire, à savoir que le but des désinformateurs, c'est pas toujours de nous convaincre d'une affaire fausse, c'est juste de nous submerger, de nous noyer dans de la fausse information pour qu'on se décourage, puis on en conclut que, bon, ben, finalement, tout le monde ment, personne ne dit la vérité, fait que c'est pas possible de distinguer le vrai du faux. Et ça, quand une partie de la population baisse les bras comme ça, ben, c'est la porte ouverte justement à n'importe qui veut les manipuler. Et ils vont n'écouter que ce qu'ils veulent entendre, puis Trump est un champion là-dedans. Fait que c'est prendre conscience de ça, ce serait déjà un grand pas en avant. Puis c'est là que des gens, des émissions comme la tienne, des médias comme le mien, jouent un rôle parce que petit à petit, on fait prendre conscience aux gens pas juste du fait que telle nouvelle était fausse. Ça, oui, c'est un rôle qu'on peut jouer, mais leur faire prendre conscience que, attention, la manipulation, là, c'est plus subtil que vous le pensiez. Effectivement, parce que là, en plus, avec Q, l'avènement du role-playing pour adultes, ces affaires-là, on est dans une nouvelle zone totalement. Là. Je ne dis pas qu'il n'y a jamais eu de manipulation d'informations dans le passé, mais je dis que la facilité que l'information a là pour se promener crée une nouvelle zone totalement pour les gens comme toi qui travaillent dans la bonne information et le reste. Je pense pas que l'agence Science Presse va être de moins en moins pertinente et je me joins sûrement à ta voix en encourageant tout le monde ici à aller mettre le site dans vos préférés. Suivez l'agence Science Presse sur Facebook. C'est un travail important, voire primordial, celui que cette patente-là fait. Et d'ailleurs, tu viens de m'apprendre que les petits débrouillards, c'était né chez vous. C'est ça, en fait, mon boss et ami, Giz, c'est une des choses qu'il a le plus aimé de sa vie. Et c'est ça, c'est vraiment de valeur que ce soit terminé, les petits débrouillards. Non, c'est pas terminé. C'est pas terminé. Le magazine Les Débrouillards existe toujours. Ce qui s'est arrêté dans les années 90, c'était une émission de télé voilà. Qui a duré 5-6 ans. Là, mais le magazine Les Débrouillards, ça existe toujours. Ils ont maintenant 40 ans. Puis ils ont fait des petits. Ça veut dire que le magazine Les Débrouillards, c'est pour les 9-12 ans. Ben, il y en a un qui s'appelle Les Explorateurs, qui est pour les 6-9 ans. Puis il y en a un qui est pour les plus vieux, et quelque chose comme 13-15 ans, qui s'appelle Curium. Alors oui, ils ont grossi. C'est vraiment un monument là, au Québec, les débrouillards. C'est quelque chose que tout le monde a intérêt à connaître. Si vous avez des enfants de cet âge-là ou des petits-enfants, abonnez-les aux débrouillards. Officiel, totalement. C'est une des choses qui m'a beaucoup aidé dans ma vie, moi aussi. Puis les dessins sont super swell. Hey, sinon, c'est quoi qui se passe en 2021 pour toi, Pascal? Ah ben on va continuer à débrouiller les fausses nouvelles. Hein. Ça n'arrête pas. Puis c'est une période. En un sens, ça tombe bien que j'aime moins l'occasion de sortir, puis pas l'occasion de prendre de vacances, parce que je prends pas de vacances effectivement depuis des mois, puis j'ai pu continuer à écrire des textes, puis à en commander d'autres.
j'ai l'impression que dans les prochains mois, ça va être ça, mon monde. Les nouvelles sur la pandémie, sur le virus, puis à un moment donné, quand on va commencer à parler d'autres choses, on va-tu être content? Ah, shit, oui. Mais juste Trump qui devrait finir par s'en aller le 21, je pense que ça devrait donner un grand coup dans les pro-QAnon. Moi, c'est fin septembre, quand il y a eu une manifestation très, très, très importante contre les draconiennes mesures dictatoriales sanitaires qui nous demandaient de porter un masque puis de rester loin des étrangers. Quand j'ai vu qu'à Rimouski, pendant cette manifestation-là, il y avait autant de drapeaux Trump que de drapeaux du Québec ou d'autres choses, c'est un petit peu ça qui m'a comme forcé ou poussé à me relever de bout. Hein, c'est eux autres qui disent ça tout le temps, levez-vous, là, mais j'ai décidé de vraiment repartir la machine. C'est quelque chose que je dis depuis très longtemps. Coupe le câble ou ces affaires-là, parce que en tout cas, écoute, si tu as besoin d'aide, on est all-in avec toi, douteux. C'est un petit peu ça qu'on fait depuis tout le temps, essayer de ramener le réflexe du questionnement en consommation culturelle, en matière de culture. Et là, avec le temps, veut pas, la culture est rendue tellement importante sur les réseaux sociaux, les canaux se mélangent, les intentions aussi. Donc, on y va dans un petit peu tout. Donc, je suis all-in pour l'agence Science Presse. Sinon, c'était quoi? C'était les décodeurs de... Les décodeurs, c'est un site français, le Journal Le Monde, ouais. Qui fait un job similaire à la nôtre, puis avec encore plus de moyens. Mais je parlais l'autre, le débunker de rumeurs, le... Ah, pardon, le nôtre, ça s'appelle le décodeur de rumeurs. C'est donc une rubrique, c'est une rubrique à l'intérieur du site de l'agence. OK. Bon, ben voilà. Je pense que... Est-ce que sinon, tu es beaucoup sur Instagram, Twitter, Facebook? Est-ce qu'on peut suivre Pascal Lapointe à quelque part? Oui, surtout sur Twitter. Je suis pas hyper actif, mais je ne sais pas si c'est un sujet qui va passionner tes auditeurs, mais quand je tweete, c'est surtout sur les questions de médias ou de désinformation. Puis je relais surtout beaucoup de mes lectures. Je pense que t'es dans zone. Oui, je pense qu'on est dans zone dans sa prise. Et puis, ben, avant de te laisser aller à ton 2021, Pascal, j'espère qu'on va se reparler dans le futur, certain. Si je peux t'aider à populariser tes affaires, partager les choses. Écoute, moi, je connais des gens et la désinformation, je suis all-in contre ça. Fait que t'as une petite armée ici, gêne-toi pas pour me tenir au courant. Sinon, ben, est-ce que tu peux me dire si tu joues à Magic the Gathering? Malheureusement, non. J'ai oublié sa preuve d'humilité là aussi. Je ne connais pas. Ah bon, ben voilà. Et dernière affaire, est-ce que tu peux me faire un indicatif? Tu peux y aller all-in, te présenter Pascal Lapointe de l'agence Science Presse. Et après ça, il faut que tu mettes 70% le nom du podcast à un moment donné dans ta phrase. Comme tu veux, t'habilles ça de la manière que ça te tente. Maintenant. Alors, je suis Pascal Lapointe, rédacteur en chef de l'agence Science Presse, et je vous recommande d'écouter 70% comme combattant de la désinformation. Asti que c'est nous autres! Merci, Pascal! C'était parfait, ça. Qu'est-ce de bon job. Bon, ben, gars, moi, je garde ton email, puis le reste, je vais te recontacter dans le futur, c'est sûr. Ouais, mais juste avant, oui? Juste avant que tu t'en ailles. Mon co-animateur Nathan a quelque chose pour toi. Moi, j'ai commencé un petit truc où est-ce que je me trouve des trucs sur Internet, tu sais, là, genre 10 trucs. Puis là, à soir, je me suis fait proposer mariefrance.fr qui nous propose des trucs pour impressionner les gens. Fait que je sais pas si tu voulais avoir un truc pour impressionner les gens. Ah oui, donc. All right. Fait que le premier truc qu'elle nous donne, c'est être à l'heure. Les absents ont toujours tort et c'est pareil pour les retardataires. Si vous ne voulez pas qu'on vous médise, la personne ne sait pas comment écrire. Soyez à l'heure. Fait que ouais, c'est ça. Ça a l'air que ça impressionne les gens d'être à l'heure. Je suis sûr qu'il a pris des notes dans son petit calepin. La ponctualité, quoi, hein? Ah ben oui, c'est pas mal ça. Hey, ben merci beaucoup, Pascal. Ben, c'est plaisir. C'est vraiment un plaisir de te rencontrer, puis continue aussi le bel job. Ben, merci beaucoup, puis bonne fin de semaine. Merci. Bye. Salut. Bonne fin de semaine qui s'en vient. On sait jamais trop. Hey, puis Nathan, comment ça va? C'était le fun de jaser avec. Ouais, regarde, moi j'ai utilisé son truc, j'ai fait preuve d'humilité, fait que j'ai pas beaucoup parlé parce que je me sentais pas à l'aise.